Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre session parallèle, la deuxième du matin, sur objectifs de développement durable et continuité des services. Notre président de session sera Monsieur Denis Penwell, qui est le directeur général du SICTOM. Monsieur Penwell, vous avez la parole. Merci Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui un sujet sur les ODD et la continuité de service. Alors, bien sûr, s'agissant d'une conférence pour l'eau et le climat, la question est plus centrée sur la question de l'eau, mais la question de la continuité de service s'applique d'une façon générale pour tous les services à la population. En effet, assurer un service, assurer une utilité, c'est une promesse qui est faite aux citoyens d'une façon générale. Cette offre de service, elle doit être bien sûr adaptée aux besoins, elle doit être soutenable financièrement. Son impact sur l'environnement doit être maîtrisé et bien sûr, elle ne doit pas engendrer de dégâts collatéraux. Il faut penser dès le début et pendant toute la durée de ce service, c'est-à-dire presque de façon infinie, que ce service doit s'inscrire dans la durée et plus loin, je dirais qu'il doit être populaire dans le sens où il doit accompagner les mouvements et les attentes. Donc, d'une façon générale, si on devait le qualifier, ce service, et pour faire le lien avec la question des ODD, eh bien, il doit être robuste au sens où il doit assurer une continuité, c'est-à-dire que le service de l'eau, comme le service de déchets, comme le service de l'énergie, idéalement, doivent être fournis au fil de l'eau, c'est-à-dire quotidiennement, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il doit également être résilient, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir résister à des difficultés, à des crises. Et c'est important de penser dès les départs et tout au long de sa vie à la remise en service des utilités lorsqu'il y a des difficultés. On appelle ça aussi les plans de continuité. Et donc, globalement, il nous revient de prendre en compte un environnement qui est de plus en plus complexe. Il nous revient d'anticiper les évolutions concernant les différents déterminants, bien sûr, les déterminants globaux, le dérèglement climatique avec les formes qu'il prend là où la question se pose, la raréfaction des ressources, mais également les attentes citoyennes. Et vous verrez que nous avons 4 interventions qui sont en lien avec cette question qui est assez large de la continuité du service, où nous verrons intervenir Madame Eusen concernant un sujet qui est l'adaptation justement aux attentes sociétales en France, autour de Paris. Nous avons aussi des collègues du Caire, d'Égypte, qui interviendront sur le lien entre le service, entre l'eau et la culture, qui est une chose importante. Je disais tout à l'heure que les utilités doivent être populaires. Nous avons également une intervention concernant l'anticipation qu'il faut avoir de l'évolution d'une grande métropole. Il s'agit de Lima au Pérou. Et enfin, venant du Sénégal, nous avons un collègue qui nous parlera de la gestion des aquifères, de leur possible pollution, mais en tout cas de la durabilité du système d'approvisionnement en eau au Sénégal.
Donc, voilà un programme qui est assez dense et je vous propose que nous commencions tout de suite avec la première intervention, qui est une intervention d'une chercheuse directeur au CNRS en France, Agathe Eusen, sur un sujet qui anime beaucoup les services et les villes autour de la capitale en France, puisque vous savez peut-être que Paris et la Seine-Saint-Denis seront les organisateurs des prochains Jeux olympiques de 2024 et que la promesse a été faite à la fois que des épreuves se déroulent, des épreuves de natation se déroulent dans le fleuve qui traverse Paris, qui est la Seine, et qu'en même temps, ils puissent être laissés à cette occasion en héritage aux habitants la possibilité de se baigner. Et tout cela a généré toute une réflexion depuis maintenant quelques années qu'Agathe Eusen va nous présenter. Bonjour, est-ce que vous voyez l'écran? Je ne sais pas si on m'entend et si on voit l'écran. Oui, Agathe, nous entendons et nous voyons l'écran. En tout cas, en salle, ici, à l'UNESCO, tout est bon. Très bien. En revanche, je vois que je n'ai pas la main pour activer les dias. Alors, tu dis simplement suivante. Je dirais de continuer à la suivante. Bon, merci beaucoup pour cette introduction. Et c'est un plaisir avec mon collègue Jean-Paul Hague, dont je vais porter la voix aujourd'hui, de vous présenter des réflexions que nous avons engagées depuis un grand nombre d'années sur la question de la baignade dans les cours d'eau, la baignade sauvage, et plus particulièrement en milieu urbain avec l'exemple de Paris. Alors, dans la dia suivante, vous allez voir que mon propos va se tenir avec une présentation d'une introduction et d'un contexte, quelques éléments de méthodologie vous présentant l'étude que nous avons réalisée et enfin les résultats principaux qui résultent du travail qui a été engagé. Alors, dans la dia suivante, on voit finalement qu'on est qui n'a pas aimé avoir envie d'aller se promener le long d'un cours d'eau et éventuellement de plonger, et soit pour répondre à des usages essentiels, soit à titre de plaisir et de dimension ludique. Et cela depuis un grand nombre d'années, depuis toujours, on se baigne dans les cours d'eau. On s'est rendu compte depuis quelques années que se baigner dans les cours d'eau en milieu urbain, plus particulièrement, relevait d'une demande sociale de plus en plus grande, et plus particulièrement, comme vous allez le voir, lorsque on est en période de canicule ou de forte chaleur au sein des villes. On s'est posé la question de savoir finalement, parmi ces personnes qui aiment aller se baigner dans les cours d'eau en ville, qui sont ces usagers? À quelle période aiment-ils aller se baigner, et finalement pour quelles raisons, et quelle est la représentation qu'ils peuvent avoir de la qualité de cette eau, plus particulièrement en milieu urbain dont on connaît les pressions urbaines et les représentations qu'on a d'une qualité parfois dégradée liée à la pollution de l'eau. Donc dans ce cadre-là, suite aux différentes actions que la ville de Paris a pu mettre en place, notamment en créant en 2017 un site spécifique dédié à la baignade qui est encadré, qui permet d'avoir des analyses régulières de la qualité de l'eau, un espace accueillant pour pouvoir se baigner en toute sécurité, finalement est perçu et pratiqué par les usagers de ce lieu particulier, qui vient contrebalancer toute la réflexion qui est engagée autour de
l'interdiction de se baigner dans des cours d'eau dans la baignade sauvage, mais qui malgré tout est pratiquée. Donc, dans la dia suivante est présentée la méthodologie que nous avons adoptée. Et donc, en 2019, nous avons réalisé une enquête dans 2 sites particuliers, donc plus particulièrement sur le canal de l'Ourcq, qui se trouve dans le nord-est parisien, et donc sur une section où finalement l'eau est la même, on est dans un canal. En revanche, à 3 km de distance, il y a 2 espaces différents. Un premier espace, vous voyez le petit point bleu dans la carte en dessous, qui fait référence à la baignade, cet espace aménagé que je vais vous présenter, encadré, aménagé, où on peut se baigner en toute sécurité. Et puis, un point, le petit point rouge, à 3 km en amont, qui est un espace autour du bassin de la Villette, du parc de la Villette, où un grand nombre de personnes, en plus de venir se promener ou pique-niquer entre amis, aiment parfois aussi se baigner dans cet espace alors qu'il est interdit. Donc, cette enquête a porté sur 530 personnes qui, évidemment, ne sont pas représentatives de quelques échantillons que ce soit, mais 305 ont été interviewés en face à face sur le site de la baignade et 225 sur les bords du canal du parc de la Villette. Cette enquête a été complétée, évidemment, non seulement avec l'ensemble des travaux que nous menons depuis longtemps avec une profondeur historique, mais également avec des entretiens avec différents services de la ville de Paris en charge de ces activités et de la baignade en particulier. Alors, dans la dia suivante, vous allez voir finalement à quoi ressemble cette fameuse baignade. Donc, c'est un lieu privilégié qui est complètement éphémère, qui est monté et mis en place sur le canal et qui permet en fait, avec un système de barges flottantes, de filtrer l'eau du canal et donc qui permet de venir alimenter 4 bassins, 2 petits bassins que vous voyez en premier plan qui sont des bassins peu profonds, et puis un bassin à profondeur un peu moyenne et le bassin du fond dont la profondeur est plus grande, plutôt réservé aux nageurs. Alors, vous voyez aussi qu'il y a une partie sur la gauche qui correspond à un espace de détente où des chaises longues sont installées et où des familles viennent pique-niquer et passer la journée si elles ne se baignent pas. Et un certain nombre d'enfants doivent être accompagnés pour venir. C'est pour ça que vous voyez des mamans souvent qui sont sur le bord du petit bassin et qui surveillent leurs enfants qui sont dans les pataugeoires. De façon générale, c'est un espace gratuit, donc particulièrement apprécié, surveillé. La qualité de l'eau est vérifiée 3 fois par jour, en plus de l'être pendant la nuit, pour éviter tout risque, pour que les personnes puissent bénéficier de ce service. Et en fait, on a pu se rendre compte dans l'enquête qu'il s'agissait essentiellement de Parisiens issus des arrondissements de proximité, donc des milieux plutôt populaires, ainsi que des départements voisins, comme le département de la Seine-Saint-Denis, qui aiment à venir pratiquer, se baigner dans cet espace-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir également que beaucoup de touristes viennent aussi se baigner. C'est une forme d'attractivité et une originalité de la ville que de pouvoir venir se baigner à Paris, au plein cœur de Paris. Et c'est un des arguments qui est relayé comme une activité touristique par la ville de Paris notamment. En général, ce sont souvent des jeunes adultes, des adolescents et bien souvent des garçons qui aiment venir en groupe pour se baigner dans ces lieux-là, en plus et ça durant la journée, sachant que dès l'ouverture, souvent les maîtres nageurs nous ont expliqué qu'il y avait des habitués qui venaient faire leur longueur et puis plus tard dans la journée, des personnes qui
sortent du travail et viennent se rafraîchir quand cela est nécessaire. Dans la dia suivante, on voit que sur la pratique de la baignade, donc là, sont représentés finalement le nombre d'entrées, le nombre de personnes qui viennent se baigner. L'année 2019 ayant été marquée par de fortes chaleurs et des canicules, qui a rendu encore plus attractif cet espace aménagé. Dès l'ouverture, un engouement important dans le nombre d'entrées des personnes qui viennent, alors pour se baigner ou non. Et on voit que la demande est particulièrement importante lorsqu'on est en épisode de canicule. Ça a été un moment où Paris a atteint plus de 42 degrés le 25 juillet, ce qui est extrêmement peu fréquent, et j'espère que ça ne va pas se développer davantage. Ce que vous observez aussi dans ce graphique, c'est un certain nombre de points d'étoiles rouges qui correspondent en fait à des fermetures de la baignade, une précaution qui a été prise par les services suite à une interrogation quant à la qualité de l'eau. Ce qui est intéressant de voir que si les piscines là sont fermées à ce moment-là de la baignade, cela n'empêche pas nécessairement des gens de pratiquer la baignade sauvage dans les zones où la pratique de la baignade est moins encadrée. Et c'est justement ce que nous voyons dans la dia suivante. Si on remonte, si vous vous souvenez, à 3 km au nord, vous voyez cet espace où on aime venir sur les bords du canal pour se promener, pique-niquer, s'asseoir, donc tremper le bout des pieds, ou éventuellement ne pas résister et plonger dans l'eau, se baigner complètement alors que cela est interdit. La représentation de la qualité de l'eau est donc ici différente à partir du moment où rien ne flotte au-dessus de l'eau. Les gens n'ont pas d'appréhension à se baigner. La seule limite finalement étant la capacité aussi à remonter sur la berge, sachant que cela est plus ou moins facile selon les endroits où on se trouve tout le long du canal. Dans la dia suivante, finalement, on peut se rendre compte que la baignade en eau libre fait l'objet d'une certaine confiance, avec une perception de la qualité qui est intéressante dans la mesure où elle varie dans la représentation de ce qu'est une eau de bonne qualité. Aussi sur le site de la baignade, par exemple, les gens considèrent que la qualité est bonne dans la mesure où elle est surveillée régulièrement, qu'on peut s'y baigner sous surveillance et que sont affichés les résultats de l'analyse qui sont effectués régulièrement. Dans les zones qui sont non autorisées, le fait que l'eau ne soit pas transparente, qu'on ne voit pas le fond, ne pose pas de problème particulier. Un des seuls paramètres étant le fait que aucun objet ne flotte ou signe de pollution ne flotte, est un gage de qualité suffisant pour pouvoir plonger dans l'eau. Les périodes de chaleur encouragent vraiment les personnes à aller profiter de cette présence d'eau d'une certaine façon naturelle au sein d'une ville, et qui participe du coup à toute une réflexion sur le retour de l'eau et de la nature en ville à travers ces cours d'eau et cette capacité à aller se baigner dans l'eau. Si un certain nombre d'associations et d'ONG ont, à partir des années 90, en fait, avec la rouverture des berges, avec développer de plus en plus d'actions pour réouvrir cette pratique de baignade dans les cours d'eau, cela participe à une forme de réappropriation par les habitants en ville de leur milieu et donc leur aspiration à une qualité de vie au sein de laquelle les cours d'eau jouent un rôle particulièrement important et intéressant. Et finalement, dans la dia suivante de conclusion,
cet exemple montre bien à la fois que l'aménagement qui a été réalisé depuis l'année 2017 par la ville de Paris participe à une réponse à une demande sociale, participe aussi à former une forme d'indicateur de la qualité de vie et de la qualité environnementale que peut proposer la ville dans un contexte de développement durable. Et donc, on peut faire référence aux objectifs de développement durable relatif à la ville, le 11, relatif au climat ou relatif à la santé, par exemple. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, que s'inscrivent aussi les efforts engagés par l'ensemble des services pour rendre cette eau encore plus propre qu'elle ne peut l'être, avec les réserves que ça a, dans la mesure où on ne maîtrise pas tout, malgré tout, mais tout au moins avoir les efforts nécessaires pour permettre de montrer à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024 l'importance du rôle que peut jouer la rivière pour rendre les villes baignables. Ville baignable, qui est un concept que nous avons développé donc avec Jean-Paul Hague à travers cette réflexion à la fois historique et en lien avec l'enquête que nous avons réalisée, que je viens de vous présenter et qui permet de mettre en évidence finalement à quoi correspondent à travers les perceptions et le ressenti des usagers ces aménagements urbains, cette action politique et ces différentes évolutions qui permettent aussi de positionner une ville et sa qualité par rapport à d'autres villes à l'échelle nationale, voire internationale. Dans la dia suivante, vous pourrez retrouver un certain nombre de références d'articles que nous avons publiés sur ces questions-là avec différentes dimensions et en favorisant les liens aussi entre les mesures de la qualité de l'eau réalisées avec des collègues spécialisés dans le domaine et une approche plus historique sur l'évolution des pratiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci beaucoup Agathe pour cette présentation qui était très claire avec ce concept de ville baignable que l'on peut bien sûr rattacher très facilement aux ODD parce que lorsqu'on parle de ville baignable, on parle aussi de ville durable, de ville vivable, donc avec des objectifs et des bénéfices qui sont des bénéfices combinés, vous l'avez bien dit, hein, de qualité de vie et également de qualité environnementale, parce que pour avoir une rivière ou un fleuve qui, avec une telle pression anthropique, celle d'une ville de 10 millions d'habitants sur finalement un petit fleuve, eh bien c'est un défi considérable au bénéfice de tous les citoyens. En tout cas, merci. Nous avons maintenant une présentation qui nous est faite d'un travail de recherche qui concerne les toilettes publiques et la vision que l'on peut en avoir avec un prisme particulier. Ce qui est assez original, c'est le prisme de la culture et des arts. Cette présentation nous est faite par Amir Tadros, qui est sous-secrétaire d'État aux accords et programmes culturels internationaux au ministère de la Culture d'Égypte, et Oweda Eid, qui est directrice générale au Centre culturel de l'Opéra national du Caire. Et voilà, et j'insiste pour dire que la question des toilettes publiques est tellement importante qu'il a été institué une journée mondiale des toilettes publiques. Elle a lieu tous les ans le 19 novembre. Et aujourd'hui, donc, cette intervention va nous donner une approche croisée, une fois de plus, qui est intéressante et originale. Je vous laisse la parole pour sa présentation de ce travail de recherche. Amir et Oweida, s'il vous plaît.
Allô? Bonjour à tous. Nous vous entendons. Je crois que ma connexion n'est pas de bonne qualité. Ou est-ce que tu penses que la qualité est suffisante pour faire une présentation? La connexion fonctionne, vous êtes en ligne. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Yes, sure. Go ahead. Yes, Je please. vous en prie, allez-y, nous vous entendons. Au nom de mon collègue Amir Tadros et moi-même, l'interprète signale qu'il n'est pas possible d'interpréter malheureusement. La qualité de son n'est pas suffisante. L'interprète signale qu'elle fera de son mieux, mais le son est extrêmement mauvais. Nous souhaitons donc vous remercier pour nous avoir invités à faire une présentation. Thank you very much. Our argument is why culture and art are very important for world public policy implications towards the problem of public policy. L'interprète indique que malheureusement, la qualité du son n'est pas suffisante pour interpréter. Il y a trop de sons parasites et de coupures de son. The SDG 6 recognizes that country's social development and economic prosperity depend on the sustainable management of freshwater resources, sanitation, and ecosystems. One of the unspoken areas in this challenge is public health. According to the World Health Organization, 2.4 billion people globally do not have access to any kind of improved sanitation facilities. That is over 30% of the world total population. Of these, 892 million still defecating the open air, e.g. in street gutters, behind bushes, or into open bodies of water. Women are particularly badly affected. 50% of schoolgirls in Africa leave school when menstruation starts because of lack of school toilets. On the other hand, first world problems have a different aspect and already have a substantial amount of opportunity, yet you complain about the quality and the vacuums. So it has recently been the object of theoretical questions, empirical evaluations, and debates anchored in the relevant judicial and legal frameworks. But generally speaking, we can say that everyone, not just the poor, is affected by public health inequality. In this study, we wanted to shed light on acknowledging the pivotal role that art, cultural beliefs, and traditions play in shaping identity through design and public toilets, as well as acknowledging that such codes are not neutral functional objectives, but rather reflect and reproduce deep-seated cultural beliefs that shape the design of the spaces of our daily lives, and it can be also a big chance for social innovation and positive economy. In addition, such innovations can present opportunities to promote micro-entrepreneurship, social entrepreneurship, and enhance economic incomes. Next slide, please. At first sight, it might be surprising that we are trying to link public toilets with art, culture, social entrepreneurship, social innovation, and economy. But because service delivery is fundamental about people, we need to increase the focus on factors beyond developing infrastructure and to understand how insights from behavioral science can help social enterprises
address behavioral challenges of the beneficiaries, and one of them is cultural aspects, triggering people's behavior that brings either success or failure to such projects. And those people at the core of the service delivery challenge. Ship business is serious business. Everyone must go to the toilet. Going to the toilet is the only thing you cannot delegate to anybody else. No matter how big, no matter how rich you are, you can never ask someone to go to the toilet on your behalf. You've got to do it yourself at least once or twice a day. So going to the toilet becomes very important to everyone. In this slide, we show you the user views on public toilets from the inside, looking for the appearance, location, signature, access. From the inside, looking for the security, fixtures, fittings, cleanliness, payment, and attendance. And for the facilities, how are the facilities for disabilities, breast products, baby, unisex, urinal separate, but no one looks for culture. This is still an obscure room. Next slide. Aspiration is a universal part of the human experience, and it's really in taboo. Psychologists warn the real of other taboos such as sex and death, but they have largely ignored education. Nevertheless, it's linked to a rich assortment of intense emotions, mental disorders, personality traits, social attitudes, and cultural practices. It turns out that there is a significant arm in the psychology of expression related to public health, but it's widely dispersed and often obscure, including history, religions, human rights, freedom of expression, traditions, laws and legislations. Next slide, please. For example, for wrong mental images, out of the 200 graffiti collected and analyzed, 59, which is 29.2%, were in the men's bathroom, and 143, which is 70.8%, were in the women's bathrooms. These findings seems to contradict reports that females are less inclined to vandalize due to their inclination to conform to social conventions and norms. The next slide. Fortunately, there is a growing recognition in recent studies of the contributions of art and culture to finally create solutions for global challenges, and both civil society and social entrepreneurs are beginning to acknowledge the transversal nature of culture and consequently its value to sustainable development, environment, education, health, and social cohesion, among other things. In its role as a catalyst, culture can contribute to a better quality of public policies. This is, as you can see, this is the poster of an Indian movie that changes the perspective of having a toilet inside the houses. I invite you to look at the link and find out more about this one. Next slide, please. To make change happen, first and foremost, we require changing perceptions. Public toilets are a necessity and a right as well. Talking about them should not be a taboo. We do not need new and fancy utilities. Instead, we need sanitary, easy to use, accessible, and secure facilities to protect public health and to make life easier for common people. And to achieve this, there are five main principles, all related to the cultural dimension. We have to use to change behaviors at the bottom of the pyramid. One, don't try to fix a person, fix the context. Two, decrease the hassle factor. Three, address inattention. Four, create new social norms. And fifth, address
present bias. Next slide, please. There are many cultural fields that intersect with public toilets, most notably from toilet history and museums, proverbs and quotes, handicrafts, stories and legends, signage and graphics, customs, religions and beliefs, graffiti on the walls, design, drawing, sculpture, and artwork. Here is for the Mexican toilets, where you can see the hand-painted toilet, and the Japan's famous toilet museum. Next slide, please. Decision makers and culture workers should be encouraged to launch an inquiry into the state of arts, culture, and creative placemaking as it relates to the public toilet sector, with the aim of identifying barriers and opportunities for further investment and investigation to understand the following. One, what types of problems or practices exist at the intersection of public toilets and creative placemaking, particularly in communities with high levels of justice system interaction? Second, to what extent is public toilets considered an outcome of creative placemaking efforts? Three, what opportunities exist for further collaboration between creative placemaking and the public toilet sector? Next slide, please. In the future public toilet strategy, we have to work to reposition arts and culture as a core sector of community planning and development. Next slide, please. Art and culture in their relations with public toilets can create a stronger community identity, community pride, and sense of place across a variety of culture settings. It also contributes to urban renewal and design and helps in promoting tourism industry. The need to rethink about public toilet strategy and look to the public toilet as a creative placemaker in which art plays an intention and integrated role in place-based community planning and development. We have to believe that public toilet development must be locally informed, human-centered, and holistic. Next slide, please. Merci First, beaucoup. I'd like to thank you. Yeah, we would like to thank you all once again for giving us the opportunity to present our research. Thank you. It only happened due to your hard work and professional commitments. Thank you so much, and congratulations for the whole team of Omega for holding this distinguished conference. Thank you all. Mille merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui effectivement était passionnante et que vous retrouverez sur le site internet de l'UNESCO. La liaison n'était pas très bonne, mais nous avons entendu et compris l'essentiel, surtout grâce à votre présentation. Nous enchaînons avec Jérémy Robert. Jérémy est docteur en géographie de l'Université de Grenoble et ses recherches portent sur la gouvernance et les inégalités urbaines dans les grandes métropoles latino-américaines. Et justement, sa présentation aujourd'hui concerne la 5e plus grande ville d'Amérique du Sud, qui est Lima, au Pérou. Jérémy ? Bonjour. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Je vais, si vous pouvez mettre le plein écran, parfait. Merci, c'est un plaisir d'être ici pour présenter mes recherches sur le cas de Lima, donc capitale du Pérou, dans le cadre de cette section sur les objectifs du développement durable et la continuité du service. Ma présentation portera sur l'extension des réseaux d'eau dans un contexte de crise hydrique à Lima,
et propose une analyse des politiques menées aussi bien dans les quartiers périphériques autoconstruits que pour les grands projets de développement immobilier. Suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je présenterai d'abord les enjeux de l'eau à Lima et les principales questions que cela soulève. Je présenterai ensuite rapidement la méthodologie de la recherche déployée et j'organiserai la présentation des résultats en 3 temps. D'abord en mettant en évidence les spécificités du contexte de la gouvernance urbaine et de la disponibilité de l'eau à Lima. Et j'aborderai ensuite successivement l'extension des réseaux d'eau dans les quartiers autoconstruits, puis pour les grands projets immobiliers. Cette comparaison, pas commune, a pour objectif d'explorer les points communs et les différences et de proposer une lecture critique des discours et des politiques de l'eau dans cette ville. Suivante, s'il vous plaît. Pour commencer par l'eau à Lima, rappelez que c'est une métropole de plus de 10 millions d'habitants en plein désert. Les professionnels de l'eau et les médias se plaisent à répéter qu'il s'agit de la 2e ville du monde en plein désert après le Caire, donc il fait lien avec la présentation antérieure. Elle fait face à un double enjeu, d'une part d'augmentation de la demande en eau, mais aussi d'extension des réseaux pour connecter l'urbanisation qui s'étale en périphérie, et d'autre part en raison d'une vulnérabilité croissante de la ressource liée au changement climatique. Et la question que je me pose est de savoir quelles sont les réponses en termes de politique d'extension des réseaux pour faire face à ces problèmes. Suivante. Cette question renvoie à 3 grands débats. Le premier débat concerne la forme du réseau, avec d'un côté un objectif d'universalisation du service de l'eau, suivant le modèle idéal de la Network City, et de l'autre côté, une réalité caractérisée par une coexistence et une hybridation d'une multiplicité de systèmes. La question est de savoir donc de quel côté penchent les politiques appliquées à Lima. Le deuxième débat concerne le rôle de l'informalité dans la production et la gouvernance urbaine. Il s'agit ici d'aller au-delà d'une stigmatisation des dynamiques populaires pour saisir la diversité des arrangements informels et ce qu'ils produisent. Et finalement, le troisième et dernier débat propose de questionner la construction sociale et politique de la crise hydrique et de voir notamment comment cette rhétorique de la crise est mobilisée et par qui et pourquoi. Suivante. Ma présentation, diapositive suivante, se base donc sur une analyse croisée d'une multiplicité de sources depuis différents angles d'approche, et c'est vraiment ce qui est important, aussi bien sur la ressource en eau, sur le service urbain et sur la gouvernance urbaine, et s'appuie sur un matériel empirique collecté dans le cadre d'un projet ANR Bluegrass, mené entre 2014 et 2017 et quelques années ensuite, qui a permis de mener des recherches sur différents objets, un conseil de ressources hydriques, un projet de désalinisation, des politiques participatives ou encore sur les projets immobiliers. Diapositive suivante. Le premier résultat, pour comprendre un peu cet enjeu d'extension des réseaux, concerne l'identification d'éléments de contexte, aussi bien institutionnels que concernant la ressource en eau, qui permettent de comprendre les logiques de formulation et les difficultés de mise en œuvre des politiques d'extension des réseaux. Il s'agit d'une part de la désarticulation de la gestion de l'eau et de la planification urbaine. La gestion de l'eau est gérée par une entreprise publique, elle exclut les gouvernements locaux et en même temps, elle est soumise à la pression et aux priorités des politiques du gouvernement central. La planification, quant à elle, est gérée par les gouvernements locaux qui ont des capacités limitées et dans un contexte de conflit avec l'État central. La situation de crise hydrique constitue un autre élément central. Avec des stocks en eau limités, Lima se trouve dans une situation critique, exacerbée par des épisodes de sécheresse récents et l'augmentation des incertitudes liées au changement climatique. Cette situation se traduit par l'émergence d'un discours catastrophiste par les autorités qui justifient la recherche de nouvelles sources d'eau et l'augmentation des tarifs. Aussi bien les difficultés de gouvernance que la crise hydrique impactent donc sur les politiques d'extension des réseaux et je propose de voir de quelle façon à partir des 2 cas d'études suivants. Dans le cas des quartiers autoconstruits, il convient d'abord de souligner les énormes progrès réalisés avec plus de 90% des foyers aujourd'hui connectés, ce qui laisse encore près de plus de 700 000 personnes en marge.
Pour obtenir ce résultat, plusieurs politiques ont été menées depuis les années 90, notamment pour s'adapter à un ensemble de contraintes. Les contraintes sont physiques, liées à la morphologie et à la disponibilité des ressources, légales, liées à la formalisation de la propriété, économiques, en termes de modèle de gestion et liées au conditionnement des prêts internationaux, et finalement politiques, liées aux priorités des gouvernements nationaux et à l'appui des gouvernements locaux. Pour prendre deux exemples, on peut mentionner les systèmes non conventionnels des bornes fontaines mises en place après la crise du choléra en 91, avec l'appui de la Banque mondiale, et qui permettent d'amener l'eau dans des quartiers informels et en attente de l'extension du réseau. C'est la photo du haut. À l'inverse, le programme Agua para Todos est un exemple totalement différent, associé à la campagne politique d'Alan Garcia en 2006 et qui vise l'extension du tout réseau par des grands projets et s'accompagne de l'assouplissement des règles de formalisation de la propriété. Suivante. Ces différentes politiques mettent en évidence, d'une part, des tensions entre des objectifs de lutte contre la pauvreté et ceux de lutte contre l'urbanisation informelle. Et on voit ici que la frontière entre connectables et non connectables est en constante négociation. D'autre part, on observe que l'opérateur joue un rôle majeur d'intégration dans une métropole fragmentée politiquement et socialement, et finalement que l'extension des réseaux dans les nouvelles périphéries soulève des constellations d'enjeux imbriqués, à la fois techniques, financiers, politiques et sociaux. Suivant. En comparaison, l'enjeu de l'extension de l'eau des réseaux pour les projets de développement immobilier est plus récent. Le boom immobilier est initié dans les années 2000 et se traduit rapidement par des retards de l'opérateur qui ne suit pas le rythme. Cette situation n'est pas acceptée ni par les promoteurs ni par le gouvernement péruvien, alors que le secteur de la construction est majeur pour le développement du pays. Elle débouche sur différentes configurations pour l'extension des réseaux. Soit les connexions sont assurées par l'opérateur, souvent sous la pression du gouvernement, notamment pour les projets de logements sociaux, c'est la photo du bas, soit elle est transférée aux promoteurs immobiliers qui assument les coûts et dans certains cas mettent en place des systèmes temporaires en attendant l'extension des réseaux. C'est le cas de la photo du haut. Et il arrive qu'ils abandonnent certains secteurs où les coûts de connexion sont trop élevés. Enfin, la dernière configuration correspond à développement de méga-projets dans le cadre de partenariats publics-privés où les promoteurs assument à la fois des projets de logement et la prestation du service de l'eau. Suivant. Dans ce cas, donc, les politiques d'extension du réseau dépendent à la fois des ressources et des capacités publiques, de la disponibilité des ressources en eau et des priorités de développement. Et là encore, on observe que l'opérateur joue un rôle clé, cette fois dans la régulation du développement de grands projets immobiliers. C'est typiquement le cas illustré par les photos ci-dessous, qui montrent le secteur desservi par la toute récente usine de désalinisation et pour laquelle le choix a été fait de restreindre l'approvisionnement à la zone déjà urbanisée sur la côte, malgré la pression des promoteurs qui demandaient l'habilitation de nouveaux espaces pour de nouveaux projets immobiliers à développer. Suivante. En termes de conclusion, j'aimerais insister sur plusieurs points qui résultent de cette analyse. D'abord, rappeler que l'évolution du réseau dans le temps est variable selon les espaces, en fonction des contraintes techniques, des moyens à disposition et des priorités politiques, ce qu'on a essayé de montrer en observant l'évolution de ces deux cas. L'objectif d'universalisation du réseau reste une priorité, mais on voit bien que les moyens d'y parvenir sont variés. Et un autre point majeur est que les politiques d'extension du réseau révèlent les tensions entre différentes priorités plus ou moins contradictoires dans un contexte de compétition pour les ressources, qu'elles soient financières ou hydriques, et la tension entre quartiers informels et projets immobiliers. La question est de savoir qui doit être connecté en priorité, révèle finalement une tension entre politique sociale et développement urbain néolibéral. Dans les deux cas, l'extension des réseaux fait l'objet d'arrangements informels et de négociations constantes. Et enfin, la crise hydrique, que je n'ai pas beaucoup abordée jusqu'ici, apparaît en fond à la fois comme une contrainte réelle et comme un discours mobilisé pour défendre finalement des intérêts très variés. Je vous remercie de votre attention
à cette présentation. Merci, Jérémy de nous avoir fait voyager en Amérique du Sud sur ce sujet qui est très prégnant de l'alimentation en eau potable. Nous allons maintenant écouter Abdoulaye Cissé, qui fait partie du ministère de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, justement pour nous parler de la question de la durabilité de la ressource en eau dans le Grand Dakar. Et au-dessous et au-delà, rappelons hein, que Dakar et le Sénégal sont les hôtes du Forum mondial de l'eau qui aura lieu autour de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars prochain. Abdoulaye, merci de prendre la souris et donc la parole. Merci beaucoup. La présentation, voilà, merci beaucoup. Donc, je profite de cette occasion qui nous est offerte pour participer à cette grande conférence et saluer la famille de l'eau, Mégacité et Changement Global et l'UNESCO et tous les participants à cette session. Alors, le thème que je vais développer tout à l'heure porte sur la surexploitation, la dégradation de la qualité et la gestion des risques face à l'exigence de satisfaction durable de la demande en eau dans la région du Grand Dakar. Slide suivant. Voilà, donc cette présentation va s'articuler comme autour d'une introduction d'abord qui va présenter la zone d'étude et le contexte hydrogéologique. Ensuite, la méthodologie que nous avons utilisée et en termes de résultats, la présentation de l'état qualitatif et quantitatif des ressources en eau souterraines dans la région du Grand Dakar, l'évaluation de la disponibilité actuelle des systèmes aquifères, et l'analyse des besoins futurs par centre de captage ainsi que la gestion du sous-secteur de l'hydraulique dans la zone et pour finir par la conclusion. Diapo suivant. Voilà, donc la région du Grand Dakar est située entre 14,35 et 14,53 de latitude nord et 16,54 et 17,32 de longitude ouest. Alors, cette zone comprend 66 communes et les grands centres d'expansion urbaine de Diamniadio, de Diass, aéroport international Blaise Diagne, de Daga-Kholpa, La Grosse et les centres agricoles du sud des Niayes et de l'axe Thiès-Mbour. Alors, dans cette zone, nous avons 68% de la population urbaine du Sénégal et cette population est estimée à 10 740 368 à l'horizon 2035. Cette zone comporte également les principaux centres économiques du pays. En termes de climat, le climat est de type tropical sous influence océanique. Et on constate par rapport à la pluviométrie quand même une certaine baisse ces dernières années. La pluviométrie actuelle dans la zone tourne autour de 450 à 700 mm par an, alors qu'elle était entre 1500 et 800 mm par an sur la période 1931-1960. Et naturellement, cette baisse de la pluviométrie impacte également le renouvellement des réserves d'eau souterraines. Diapo suivant. Du point de vue contexte hydrogéologique, cette zone est constituée par deux grands systèmes aquifères. Nous avons le système hydrogéologique des sables quaternaires. Alors, ce système s'étend de Dakar à Kayar, donc sur le littoral nord, avec un réservoir constitué de sable argileux reposant sur un substratum marneux, un mur marneux. Le système, ensuite, nous avons un autre système qui est le système qu'on appelle le système du Golfe de Diass, qui s'étend sur tout le reste de la zone et qui est constitué par deux grandes unités hydrogéologiques.
La première, c'est ce qu'on appelle le complexe inférieur, qui est plus profond, des formations de grès et d'argile sableuse du maastrichtien, et un autre qu'on appelle le système supérieur, qui est constitué par les formations du Quaternaire, de l'Éocène et du Paléocène. Diapo suivant. En termes de méthodologie, donc, ce travail est basé sur une revue un peu bibliographique des différentes études qui ont été réalisées dans la zone, mais également sur l'exploitation des données de suivi quantitatives et qualitatives des eaux souterraines, mais également des données d'exploitation de la ressource. Diapo suivant. Alors, en termes de résultats, d'abord sur l'état quantitatif et qualitatif des ressources en eau souterraine par aquifère. Donc, au niveau de l'aquifère du maastrichtien, du point de vue quantitatif, nous avons constaté qu'en 2019, en avril 2019 précisément, les profondeurs d'eau étaient entre 6,6 mètres et 150 mètres. On constate également une baisse continue du niveau de l'eau qui est centrée sur les grands centres de captage. Et du point de vue qualitatif, quand même, l'eau est de bonne qualité, à l'exception de la zone de Mour, où les conductivités peuvent atteindre 2500 microsiemens. On note également une baisse continue, une augmentation continue des conductivités électriques en rapport avec l'augmentation de la profondeur du niveau de l'eau. Et pour l'aquifère du Paléocène également, les profondeurs de l'eau en avril 2019 étaient entre 6,9 mètres et 57,2 mètres, avec une baisse continue qui est centrée également au niveau des centres de captage. À ce niveau également, les conductivités électriques du point de vue qualité sont entre 378 et 7160 microsiemens et sont plus élevées dans la zone du littoral, donc plus proche de la mer, au niveau de Sébikotane et Mbour, qui présentent un fort risque d'intrusion saline. Les taux de nitrate sont relativement faibles et inférieurs à 40 mg par litre. Diapo suivant. Au niveau des sables infrabasaltiques, qui est un aquifère limité à Dakar, les profondeurs de l'eau du point de vue quantitatif étaient entre 2,24 et 31,9 mètres, avec un écoulement qui se fait de la côte vers les centres de captage. Donc, il y a un fort risque également d'intrusion saline. C'est le schéma que vous pouvez voir en bas. Ensuite, en ce qui concerne les sables quaternaires de Thiaroye, les profondeurs d'eau sont inférieures à 7 mètres. Et c'est une nappe libre donc, qui est très vulnérable, ce qui se manifeste également au niveau de sa qualité très médiocre, avec une forte pollution anthropique matérialisée par des taux de nitrate qui tournent autour de 300, voire même 400 mg par litre, qui sont associés à de fortes conductivités électriques. Diapo suivant. En termes donc maintenant d'exploitation de la ressource des différents systèmes hydrauliques par aquifère, donc on constate qu'au niveau du maastrichtien, on avait un prélèvement de 48,3 millions de mètres cubes par an, donc en 2016. Au niveau du Paléocène, 40,3 millions de mètres cubes par an. Et au niveau du maastrichtien, cette forte mobilisation était destinée à 60% pour l'AEP urbaine, 27% pour les miniers, donc les exploitations minières, 0,7% pour l'agriculture et 0,5% pour l'AEP rurale. En ce qui concerne le Paléocène, 75% des prélèvements sont destinés à l'agriculture, 14,5% pour l'AEP urbaine et 10% pour l'AEP rurale. En ce qui concerne les sables infrabasaltiques, qui est la nappe limitée uniquement à la capitale Dakar, on a des prélèvements de 12,4 millions de mètres cubes en 2018 et c'est destiné exclusivement à l'AEP urbaine. En ce qui concerne la nappe de Thiaroye, qui est
très pollué avec de fortes conductivités et de forts taux de nitrate. Ce système est abandonné, n'est plus exploité. Et ce qui provoque également en période pluvieuse, ce qui accentue les phénomènes d'inondation. En termes de bilan, donc, pour le système du Horse de Dias avec les aquifères du Maastrichtien et du Paléocène, on a un prélèvement global de 88,6 millions de mètres cubes par an et un potentiel de renouvellement de 30 millions de mètres cubes. Donc, vous voyez par vous-même que le bilan est largement déficitaire à ce niveau. En ce qui concerne la nappe infrabasaltique également, pour des prélèvements de 12,4 millions de mètres cubes, le taux de renouvellement est de 4,3 millions de mètres cubes par an. Ici également, le bilan est largement déficitaire. La nappe de Tcharoy, elle est abandonnée, mais présente un fort taux de renouvellement de 9 à 18 millions de mètres cubes. Diapo suivant. Alors, en termes d'analyse des besoins futurs par centre de captage, on a calculé ce qu'on appelle le pourcentage de déficit, c'est-à-dire la disponibilité, donc la quantité mobilisable, moins les besoins, sur les besoins en pourcent. Donc, ce qui nous donne effectué par centre de captage, ces différents centres de captage alimentent la région du Grand Dakar et donc nous permet d'avoir les résultats de ce tableau. Et ce travail est fait de 2015 jusqu'en 2050 et montre que déjà, quand on analyse, donc quand on regarde le tableau, donc tout ce qui est en rouge constitue donc des déficits très sévères et les verts constituent des déficits qu'on appelle satisfaisants, donc de faibles déficits qui sont acceptables, gérables. Alors donc, si on analyse ce tableau, on constate que déjà en 2020, seuls 2 centres de captage à travers le centre de Thiès et le centre de Tchadjaï ne sont pas encore en zone déficitaire. Mais à partir de 2025, déjà, tous les centres deviennent déficitaires, à l'exception de Tchadjaï, ce centre quand même qui reste excédentaire jusqu'en 2050. Donc, il faut noter également que ce déficit calculé serait beaucoup plus accentué si on prenait en compte dans l'évaluation des disponibilités, la qualité médiocre de l'eau dans certaines zones, parce que la qualité n'avait pas été prise en compte dans ce calcul. On a pris globalement les volumes comme ça. Donc, ça veut dire que le déficit pouvait être beaucoup plus encore accentué. Diapo suivant. Alors, pour juguler ce déficit en eau, l'État, quand même, à travers le ministère de l'eau et de l'assainissement, a déployé différents programmes de mobilisation durable de la ressource pour la satisfaction de la demande à travers la réalisation d'ouvrages complémentaires à Dakar, même si on a un large déficit. Au niveau de Dakar, on a encore réalisé des forages pour renforcer la demande. La construction de stations de traitement. Donc, l'État a misé sur l'exploitation des eaux de surface du lac de Guerre, qui est, il faut le dire, situé entre 200 et 250 km de la zone, qui d'une capacité de 50 000 m3 par jour. 51 m3 par jour. L'extension de la station de traitement également de Kermouassar, qui est une capacité de 75 000 m3 par jour. Ce qu'il faut dire, c'est que cette station de Kermouassar de 50 000 m3 par jour, à terme, peut produire jusqu'à 200 000 m3 par jour. Ensuite, la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer à Dakar d'une capacité de 50 000 m3 par jour. Et cette usine, à terme également, pourrait produire 100 000 m3 par jour. Et la construction d'une station de déferrisation
tout ça pour un peu renforcer donc, la production et satisfaire durablement la demande. Diapo suivant. Alors, en termes de conclusion, il a été noté donc un déséquilibre important entre la demande en eau du Grand Dakar et le potentiel mobilisable des différents aquifères de la zone. Ce déséquilibre est d'ailleurs accentué par la dégradation de la qualité et la baisse du potentiel de renouvellement dû à la baisse de la pluviométrie. Et la recherche naturellement de sources alternatives qui est basée sur des systèmes de transfert en utilisant un peu les eaux de surface et les eaux souterraines dans d'autres zones, dans d'autres régions du pays, mais également des stratégies de traitement d'eau. Suivant. Alors, merci pour votre attention. Je profite également pour saluer les collègues avec qui, les collaborateurs avec qui j'ai fait ce travail. Il s'agit de Nicornou, directeur de la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, le professeur Serine Faye, professeur d'hydrogéologie à l'Université de Dakar, et le docteur Abdelaziz Lim. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abdoulaye, pour cette présentation très claire sur les approvisionnements en eau du Grand Dakar. Nous voici au terme des 4 présentations et c'est le moment pour vous, si vous le souhaitez, de poser des questions. Alors, j'ai une première question qui concerne Agathe. La question est, est-ce que toutes les villes, vous avez parlé de villes baignables, est-ce que toutes les villes peuvent être baignables au-delà de la question de la seule qualité de l'eau? C'est-à-dire, est-ce que dans toutes les villes, les habitants se tourneront vers leur fleuve pour s'y baigner? Merci beaucoup pour cette question. Alors, je dirais que c'est un concept qui offre un certain cadre de réflexion pour justement s'interroger sur qu'est-ce que veut dire une ville baignable et donc appropriable par des populations pour s'y baigner, mais également répondant à une qualité environnementale. Donc, en fait, c'est un ensemble qui vise à qualifier d'une certaine façon la qualité d'un cours d'eau pour satisfaire un certain nombre d'usages ludiques. Et on sait bien que le fait de pouvoir s'immerger dans un cours d'eau peut garantir une certaine qualité d'eau. Alors, j'aurais un contre-exemple. Si on parle du Gange, on va s'immerger dans le Gange pour se purifier. Or, c'est un des fleuves qui, malheureusement, est particulièrement pollué et donc qui montre bien finalement le décalage entre la perception et la représentation qu'on va accorder à un cours d'eau par rapport à un usage et une valeur symbolique qu'on va lui donner. Donc, je pense que là, on n'est pas en capacité à parler de villes baignables autour des villes qui sont sur le bord du Gange. En revanche, si on est dans cette logique et dans l'ensemble des efforts qui sont menés en France, notamment, mais aussi d'autres exemples à Berlin ou à Londres, où les cours d'eau favorisent des lieux d'aménagement où on peut se baigner, là, ça vient répondre à des critères de qualité du milieu, du socio-écosystème. Ça apporte ça réaugmente une qualité de vie finalement pour les populations. Et à ce titre-là, je pense que c'est plus facile de parler de villes baignables et donc répondant à un certain nombre de critères. Merci beaucoup Agathe. J'ai une question de Sofiane El Andalousi de Paris qui s'adresse manifestement à Jérémy. De votre expérience, est-ce que finalement les extensions de réseaux, en l'occurrence réseau d'eau potable, ça peut être un frein au développement de la ville ou bien le résultat, c'est qu'il y a systématiquement une diminution de la qualité du service, voire un appauvrissement du patrimoine? Merci pour cette question.
Ce qu'on observe à Lima, où on a justement cette question d'une déficience de connexion dans les périphéries, aussi bien concernant les quartiers populaires que les projets immobiliers, c'est que oui, bien sûr, la connexion, le fait de pouvoir être connecté et les capacités des autorités à fournir cette connexion va, d'une certaine façon, limiter une expansion dans ces espaces, aussi bien dans les espaces périphériques populaires, où en fin de compte, la difficulté d'obtenir ces connexions va freiner ces expansions, bien qu'on observe des dynamiques de trafic de terre qui vont a posteriori faire pression sur les gouvernements politiques pour ensuite obtenir ces connexions. Mais pour le cas des grands projets immobiliers, on est bien dans une tension politique entre des groupes de pouvoir qui vont spéculer sur des terrains, essayer d'obtenir l'eau, mais si, en fin de compte, ils n'obtiennent pas gain de cause, on arrive justement à un certain blocage dans ces espaces-là. Et pour comment cela s'inscrit dans la qualité globale du service et la question du patrimoine, on est justement sur des arbitrages entre volonté d'une extension, de la maintenance, et puis de maintenir d'essayer d'anticiper justement cette planification urbaine. Donc on est vraiment je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est justement cerner ces arbitrages et les choix qui sont faits pour essayer de préserver une qualité du service tout en répondre aux différentes demandes dans ces contextes de mutation urbaine assez rapides. Merci beaucoup. Une question qui vient de Ayouk à M. Abdoulaye Cissé. Comment le Sénégal, finalement, équilibre-t-il la demande et l'alimentation en eau dans le Grand Dakar? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Alors, je pense qu'il y a quelques années, donc, il y avait vraiment une situation difficile et que il y avait beaucoup de coupures d'eau et il y avait des camions citernes qui étaient déployés un peu partout, donc, dans les différents quartiers de Dakar. Mais depuis que quand même ces stratégies sont déployées avec la réalisation de forages d'urgence, l'usine de KMS 3 et tout pour renforcer un peu l'exploitation des eaux de surface. Donc, depuis quelques mois, la situation est devenue plus ou moins stable et cela va aller progressivement car l'usine de Kermou-Marsar va encore se déployer davantage et produire davantage d'eau. Et ce n'est pas également seulement ces programmes. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau dans la zone du littoral pour identifier de nouvelles sources mobilisables et des champs captants ont été identifiés et la société donc d'exploitation de gestion des eaux urbaines, la SONES, est en train de mettre déjà d'autres forages encore pour renforcer encore la quantité d'eau à Dakar et satisfaire un peu la demande. Et au-delà de ça aussi, il y a donc l'usine de déferrisation qui permet également de traiter un peu les eaux de faible qualité. Et tous ces mécanismes-là participent un peu à équilibrer un peu la production d'eau par rapport à la demande. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une question de Sarita Donti qui est la suivante. Comment les pays peuvent-ils financer finalement un assainissement digne dans tous les pays qui n'en ont pas les moyens? Comment ça peut être développé? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. La question a été posée également hein, sur l'accès aux toilettes. Juste un élément de réponse concernant la France. Qui, depuis plus de 15 ans, peut contribuer
chaque collectivité, chaque service en charge de l'eau et de l'assainissement peut consacrer 1% de son budget à la solidarité internationale. Et donc, il y a des conventions entre des collectivités françaises avec des collectivités d'autres pays en développement, avec des villes, de manière à développer et à aider cet objectif qui était un objectif du millénaire, aujourd'hui objectif du développement durable, notamment dans le domaine de l'assainissement, mais c'est vrai pour l'eau potable. Et je sais que d'autres pays ont ce type également de mode de financement, soit par des fonds publics d'ailleurs, soit par des fonds privés. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet ou voulez-vous que je pose Jérémy demande. Oui. Un petit élément de réponse pour compléter un petit peu ma présentation sur cet aspect-là. Juste pour évoquer que dans le cas des projets de développement immobilier, le refus ou le retard de connexion de l'opérateur est lié, en tout cas dans les arguments, à un manque de ressources en eau, mais il y a aussi un autre argument qui est le manque de capacité d'assainissement, qui est moins évoqué d'ailleurs. Et les stratégies sont justement de faire assumer le coût justement d'augmentation des capacités d'assainissement au secteur privé et aux développeurs pour justement contribuer ou en tout cas répartir les coûts qui sont normalement assumés par l'opérateur public. Donc, c'est au-delà des solutions de financement public, on observe dans les décisions, je dirais, au jour le jour et les arrangements qui sont développés dans les métropoles du Sud, ce type de solution où l'assainissement est aussi un aspect clé du développement des réseaux. Et je pense que c'est un éclairage intéressant à cette question de comment financer. Il n'y a pas seulement une solution, il y a des négociations qui ont lieu justement face à ces aspects-là, et ça détermine aussi la façon dont vont être étendus les réseaux dans ces villes. Merci. Très bien, j'ai une dernière question qui nous vient du système Internet. Question posée par Imram Aziz Tunio, qui est la suivante. Y a-t-il des progrès techniques qui nous permettent de connaître, j'allais dire au fil de l'eau, presque en temps réel, l'état de l'environnement, en l'occurrence des aquifères? Y a-t-il des méthodes qui permettent d'avoir des données finalement qui sont des données fiables sur lesquelles on peut justement prévoir ces prospectives? Peut-être que d'ailleurs la question a été... Oui. Voilà, oui, merci. Je pense que par rapport au suivi et à la collecte de données sur les ressources en eau souterraine, on utilise de plus en plus les systèmes de télétransmission, donc le système de transmission automatique. Ce sont des appareils qu'on installe dans les ouvrages de suivi qu'on appelle les piézomètres et qui peuvent donner à temps réel le niveau de l'eau et certains paramètres de qualité tels que la conductivité, la salinité, la température, etc. Et ça, c'est des données fiables qu'on reçoit à temps réel de façon instantanée. Voilà, sur le pas de temps qui a été défini. Merci. Alors, je vais prendre une dernière question qui est en fait une question locale posée par Julia Mottier, et donc elle s'adresse à Agathe. Comment ont été identifiées les attentes des habitants franciliens en matière de baignade? Qu'est-ce qui se fait qu'à un moment donné, on dit, voilà, il y a une attente sociétale et donc on se met en ordre de marche pour rendre les fleuves ou les rivières baignables? Alors, je crois qu'il y a eu l'impulsion d'un certain nombre d'associations pour favoriser justement la reconquête de la qualité des rivières et la reconquête des rivières en milieu urbain, et qui a fait l'objet d'un certain nombre d'événements. Je pense au fameux JUMP,
qui est organisé à l'échelle internationale et qui mobilise des habitants, des citoyens, des riverains pour plonger dans l'eau de proximité comme un signe revendicateur de la nécessaire reconquête et réattribution du cours d'eau et de ses usages aux populations. Donc, il y a un certain nombre de paramètres, d'événements et d'actions qui sont menés par rapport à cela. Il y a évidemment la baignade sauvage qui se développe avec des systèmes de réglementation particulièrement importants dans la mesure où il peut y avoir des conséquences à la fois sanitaires, mais de sécurité ou de sûreté qui doivent être prises en considération dans la gestion d'une ville et de la compatibilité des usages par rapport à cela. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer sur des tendances un petit peu globales et générales, et en même temps, donc, de la nécessité d'encadrer ce type de pratique, de valoriser l'ensemble des efforts qui sont faits par les institutions et les services en charge du traitement des eaux, qui font notamment pour répondre à la réglementation, mais pour répondre aussi à un certain nombre d'enjeux, participent à l'amélioration de la qualité des cours d'eau. Et tout ça s'inscrit aussi dans une démarche politique qui, je dirais, est une forme d'association de l'ensemble de ces paramètres et dont on voit l'importance du rôle que doit jouer l'eau dans la ville, tant au niveau des îlots de chaleur, par exemple, pour atténuer la température, pour améliorer la qualité de l'eau. Et donc, la démarche qui a été engagée par la ville de Paris répond à l'ensemble de ces événements et qui permet aussi, d'une certaine façon, à mettre en valeur cette volonté de faire évoluer la ville comme une ville verte au regard des actions qui sont menées aussi entre les villes, une forme de concurrence et de marketing urbain au sein desquels l'usage de la baignade en milieu urbain est vraiment symbolique d'une reconquête de la nature et de la qualité de la ville dans tout cela. Merci Agathe. Il me revient de conclure cette session. Alors, tout d'abord en remerciant les organisateurs, le comité d'organisation, mais au travers du comité d'organisation, l'UNESCO et Arceau. Pardon, et Arceau, parce que on se rend compte qu'avec... j'avais une petite question pour Jérémy avant de clôturer. Avec des interventions finalement qui sont dans des domaines très variés, nous arrivons à enfin non pas cerner, mais en tout cas aborder le sujet de la continuité du service et des ODD. Nous avons débuté avec la question de la baignade, qui nécessite la maîtrise de toute une chaîne qui est la chaîne de l'assainissement, mais aussi des outils prédictifs, de l'information, donc également des sciences sociales, de manière à garantir cette continuité de service. Nous avons ensuite continué avec ce travail avec les toilettes publiques et cette prisme particulier au travers de l'art et de la culture qui a posé la question de l'accessibilité, de l'universalité, de la dignité de cet accès, et qui nécessite également un travail de coopération, de partenariat, en réponse à ces besoins qui doivent s'inscrire dans la durée. On ne peut pas interrompre ce type de service. La question a ensuite été posée au travers de l'extension d'un réseau d'eau, celui de Lima en particulier, avec d'ailleurs des questions annexes comme la centralisation, décentralisation, la notion de réseau hybride, la difficulté d'avoir à la fois à développer une ville et d'entretenir l'existant et de garantir là aussi la continuité du service. Et enfin, à Dakar, cette anticipation, cette maîtrise de la donnée, cette connaissance de la donnée et cette anticipation de manière à voir à un horizon 2050 et de manière à, là aussi, garantir cette continuité de service. Donc, il me reste à remercier tous les orateurs pour leurs brillantes interventions.
Merci à vous qui avez suivi cette session. Je vous signale dans quelques minutes le début d'un side event qui fait le lien entre l'eau et les déchets en salle 4, ce qui est un peu nouveau. Hein. Ce lien, il est fondamental puisque nous avons parlé d'un service qui est important. Il y en a d'autres et il y a un lien très fort entre la question de l'eau et des déchets. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée où que vous soyez. Merci Denis pour cette session. Merci à nos orateurs de ce matin. La session est donc terminée. Je vous invite à aller soit suivre l'événement dont Denis nous a parlé, soit éventuellement de revenir après la pause déjeuner à partir de 14 h. Nous aurons 3 sessions parallèles à nouveau. La première sur la deuxième session sur les modalités de gouvernance. La deuxième session parallèle concernera les solutions techniques et technologiques. Et puis, nous aurons pour la troisième session une table ronde régionale pour la région Europe nord-américaine de l'Alliance des mégapoles pour l'eau et le climat. Merci à tous.